Au Mali, mort en détention de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubaye Maïga. Y a-t-il eu abus? Nous allons parler également du Burkina Faso, procès Thomas Sankara, plaidoirie de la défense. Et puis on termine par l'Ukraine. Les sanctions contre la Russie sont-elles légales? Notre invité est le célèbre avocat au barreau du Togo, Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, merci de m'inviter. On va commencer par le Mali. L'ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubaye Maïga est mort lundi à 67 ans à Bamako, où il était en détention dans une affaire de fraude présumée malgré les alertes lancées par sa famille sur la dégradation de son état de santé, a indiqué son entourage. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, pourquoi le pouvoir en place avait refusé de libérer Soumeylou Boubaye Maïga? Bon, d'abord, c'est un sujet délicat et je pense qu'il faut l'aborder avec énormément de sang-froid et de détachement émotionnel. Pourquoi? Parce que, bon, il suffirait qu'on dise quelque chose dans un sens ou dans un autre pour tout de suite déplacer les passions, parce que certains pensent qu'on ne devrait jamais mettre un homme politique en prison, on ne devrait jamais le maintenir en détention provisoire, et d'autres pensent que dès l'instant que le détenu est malade, il faut lui permettre de se soigner dans des conditions satisfaisantes. Alors si c'est vrai d'un homme politique, ça doit l'être de tout le monde. Vous savez, dans nos systèmes pénitentiaires, y compris dans les démocraties, dans les pays très développés, il y a ce qu'on appelle les quartiers réservés, où on a des structures médicalisées. Quand un détenu se trouve malade, il est dirigé vers ce qu'on appelle la prison médicalisée. Ici au Togo, nous avons un endroit qu'on appelle pardonnez-moi, le nom m'échappe, mais bon, qui se trouve dans l'enceinte du CHU et qui est l'antenne médicalisée de la prison civile. Bon, maintenant, une fois qu'on a posé cela, je pense que des structures identiques se trouvent également au Mali. Le cas de M. Soumeylou Boubaye Maïga, paix à son âme, vraiment de très regrettée mémoire, c'est qu'il a déjà fait l'objet d'un transfert dans une clinique à Bamako. Maintenant, il y a eu double expertise médicale qui ont confirmé que son état nécessitait une évacuation sanitaire éventuelle. Et c'est ce qui fait débat. Alors, y a-t-il eu abus ou pas? Je pense que ce serait malhonnête de poser tout de suite une opinion catégorique sur le fait qu'il y a eu abus ou pas. Pourquoi je dis cela? On a déjà vu des gens qui n'étaient pas détenus, qu'on a évacués sanitairement et qui sont revenus dans un cercueil. En Côte d'Ivoire, 2 premiers ministres en fonction sont partis et ne sont pas revenus vivants. Donc ici, il s'agit d'un ancien Premier ministre qui a maille à partir avec la justice de son pays. Alors la question qui se posera toujours, elle se pose aujourd'hui, elle se posera demain encore. Est-ce que systématiquement, nous autres Africains devons penser que dès lors qu'il y a une difficulté sanitaire qui concerne un homme politique, la seule réponse possible, c'est l'emmener en France? On aurait pu inverser complètement la réflexion en disant, bon, si les compétences humaines et techniques font défaut, pourquoi ne pas faire venir ces compétences au Mali, à Bamako, enfin à Bamako, à Dakar, à Lomé ou au Bénin, pour apporter la réponse médicale appropriée à la personne qui est malade. D'abord, ça pourrait coûter beaucoup moins cher. Et ensuite, ça permettra de développer la qualité du service médical local. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une décision délicate à prendre, qui a un sens politique, mais aussi, disons, une plus-value sociale dont on doit toujours prendre en considération les effets. Parce que dire systématiquement, dès que la question se pose, ah, mais il faut l'évacuer, si on ne l'évacue pas, c'est une condamnation à mort, ça donne le réflexe que nous connaissons tous, où il y a des gens qui se sentent complètement protégés et immunisés par les méfaits et les insuffisances de notre système sanitaire, parce qu'eux ont un passeport en poche
qui leur permettent, dès qu'ils ont mal aux dents, dès qu'ils ont un petit bobo, un nerf sciatique irascible, de se retrouver quelque part pour se faire soigner, moyennant quoi ils sont complètement, pas seulement ignorants, négligents et indifférents au sort de tous les concitoyens qui sont dans la même situation. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est une question qu'il faut aborder avec énormément de lucidité et sans froid. Parce que si on cède à l'émotion, c'est dommage, le grand homme, l'illustre homme politique est décédé en prison, privé de soins. Non. C'est pas exactement comme ça qu'il faut voir la chose, parce qu'il a été extrait de prison. Il a été placé dans une clinique, et ce sont les insuffisances de la clinique qui ont amené au diagnostic et à la demande d'une évacuation sanitaire éventuelle. Mais pardon quand même, si on est là en train de trépigner en disant c'est parce qu'on n'a pas évacué que mort s'en est suivi, je dis aussi là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que, figurez-vous, en Angleterre, en Turquie, en France, en Tunisie, en Allemagne, des gens meurent aussi dans les hôpitaux. Alors, il ne suffit pas qu'on envoie un homme politique, ou un malade africain à l'étranger pour que systématiquement il y ait résurrection, s'il était déjà en état de mort cérébrale. Alors, maître, tout le monde peut comprendre votre raisonnement. Vous avez donné le cas des feux Amadou Gon Coulibaly et de Ahmed Bakayoko. Oui. Au moins, le pouvoir d'Abidjan a essayé. Ils sont revenus dans le cercueil, comme vous l'aviez dit. Alors, attendez. Mais ce n'est pas un peu frustrant, maître Eric Emmanuel Sosa, lorsque votre femme, lorsque les avocats demandent à ce que Soumeylou Boubaye Maïga soit, qu'on puisse lui permettre de partir se soigner, et que la junte ou bien les dirigeants du Mali refusent. Ce n'est pas une tâche un peu noire sur ces dirigeants du Mali. Bon, écoutez, je ne veux pas défendre la junte. Je parle ici de quelque chose qui doit avoir une portée générale. Il ne faut pas circonscrire le problème dont on parle, parce que c'est vrai que c'est ce cas-là qui a fait venir sous les feux de l'actualité le problème. Mais il faut aborder ce problème de façon encore un peu plus globale. Je m'explique. Bon, si on fait à chaque fois des exceptions, après, le système ne fonctionne plus. Parce qu'on l'a déjà vu. Souvenez-vous quand même, Alpha Condé, pour l'instant, il est exilé médical, mais il n'est pas encore revenu. Alors qu'on avait parlé d'un mois. Bon, vous voyez, et on a vu le cas aussi. Bon, un certain Hama Amadou, au Niger. Oui. Bon, il a eu le bon sens civique et patriotique de revenir finir sa peine. C'est une exception. On a vu plein d'autres cas où, finalement, sous couvert de certificat médical, on a eu des évasions complètement consommées, où on n'avait plus la possibilité de permettre à l'action de la justice de s'exercer. C'est la raison pour laquelle je dis, il ne faut pas que systématiquement, parce qu'on l'a aussi vu d'autres fois, où là, on nous a dit qu'il a maigri de plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos, 20 kilos ou au-delà. Bon, c'est quand même le signe d'une pathologie assez sérieuse. Mais je dis encore une fois, en insistant dessus, permettez que je le fasse, ne considérez pas que l'évacuation sanitaire soit la seule voie de salut quand il y a un problème médical. Il faut peut-être penser que si c'est une expertise qui manque, cette expertise peut venir. On peut l'importer aussi. Plutôt que tout le temps d'envoyer les malades, on peut penser la chose autrement. On peut faire venir au chevet d'un homme politique ou d'un citoyen ordinaire malade. On peut travailler nos systèmes d'assurance santé dans ce sens pour que, au lieu d'envoyer le malade, on améliore le plateau technique pour faire venir des expertises manquantes. Beaucoup de personnes en bénéficieront et les médecins locaux en bénéficieront aussi. C'est pour ça que je dis, c'est toujours faire injure à la qualité de nos services médicaux que de dire, dès qu'il y a un problème, on a atteint les limites, envoyons la personne à l'étranger. L'aéroport ne doit pas devenir le meilleur hôpital de nos pays. Et ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec M. Feu Soumeylou Boubaye Maïga. C'est un problème qu'il faut adresser de façon globale, sérieux. Parce que là aussi, vous voyez, c'est toujours à nous que ça arrive. Quand il y a un problème avec un homme politique indien ou malaisien, personne ne parle de l'évacuer en France ou en Allemagne. C'est nous que ça se passe. On va toujours faire ça
Donc on ne va pas évoluer dans nos mentalités. On va rester toujours là, dans ces questions étroites et bas du raisonnement, pour que dès qu'on a un problème, le meilleur réflexe, c'est d'aller à l'ambassade de France pour prendre un visa. Ah non, c'est parce que les dirigeants pensent qu'il faut changer les choses, c'est pourquoi ils ont refusé. Je ne sais pas si la junte malienne était dans la même veine que ce que je viens de décrire, mais dans tous les cas, je dis... Profitons de cette occasion pour en parler, puisqu'il s'agit d'en parler, pour dire que dans ce genre de situation, il faut que nous pensions à réformer complètement notre mode de pensée. Dès que quelqu'un est malade, on va dire, bon voilà, il faut trouver l'argent pour l'envoyer, payer le billet, payer les soins, payer peut-être aussi les accompagnants, parce que parfois il faut un accompagnant. Un malade qui part seul dans un pays étranger, il a des facteurs aggravants de la maladie s'il se retrouve dans une solitude qui psychologiquement l'affecte. Donc il y a tous ces aspects qu'il faut considérer. Et c'est la raison pour laquelle je dis ça aussi, c'est à l'adresse de nos assureurs. Il faut modifier peut-être le contenu des contrats d'assurance maladie pour que nous ayons des possibilités alternatives à l'évacuation sanitaire, comme on dit vulgairement. Alors, quel effet, pour terminer, quel effet ce passage de vie à trépas de Soumeïlou, Boubaye Maïga, peut avoir sur la vie politique de son pays? Écoutez, c'est un homme politique éminent, mais d'autres avant lui sont décédés les mois derniers, sans que ça ait changé l'échiquier politique malien considérablement. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dépersonnaliser le débat politique au Mali. Les Maliens sont confrontés à un enjeu qui est un enjeu de survie et de salut national. Il faut qu'on arrête de faire de la politique et qu'on s'occupe d'un peu de patriotisme. Quand on parle de ces sujets-là, il faut pas les adresser uniquement sous l'angle étroit et borné du politique, simplement du politique et du gain politique. Voyez-vous? C'est-à-dire on est en train de subir un double coup d'État. Il faut qu'on en sorte avec quelques reliquats de choses positives. Mais si on a fait un coup d'État et que par le jeu politique ancien, on va brader les effets bénéfiques possibles, parce qu'il faut espérer qu'il y en ait quand même un tout petit peu, alors on va tourner en rond et on s'apprête à refaire encore ou à resubir encore d'autres coups d'État à venir. Il faut que les Maliens en profitent pour générer dans leur système de pensée les valeurs qui vont empêcher que d'autres coups d'État se commettent dans leur pays. C'est ça ce que je souhaite pour eux. Allez, on va quitter le Mali pour le Burkina Faso. Les audiences avaient été suspendues début mars après une requête des avocats de la défense. Le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a repris le 22 mars 2022 à Ouagadougou. Les avocats des accusés ont la parole pour leur plaidoirie. Après 3 semaines de silence, quel contenu on peut avoir, Maître Éric Emmanuel Sosa, dans cette plaidoirie? Écoutez, on arrive finalement à la phase finale. Hein, c'est une symphonie à l'ouverture, puis après les mouvements, premier, deuxième, et puis maintenant on a la finale. Bon, mais c'est bien, la finale, ça sonne l'épilogue du procès, et le verdict est donc approchant. Quel est le contenu? La défense, elle se déploie, elle fait flèche de tout bois, elle essaye par des arguments parfois assez empreints de bon sens juridique, qui consistent à contester les éléments de culpabilité, à contester l'énonciation de l'infraction, parce que sous leurs yeux a eu lieu un coup d'État qui a été blanchi par le serment de celui qui est l'actuel tenant du siège présidentiel. Oui. Bon, donc ils se sont dit, mais donc finalement, un coup d'État, ce n'est plus une atteinte à la sûreté de l'État. Bon, la Cour constitutionnelle a répondu en disant que non, le coup d'État demeurait une atteinte à l'intégrité de l'État. Bon, je leur souhaite bonne chance dans cette acrobatie. Ils ont fait quelque chose il y a 2 semaines pour venir dire maintenant que non, ça doit être valable. Mais disons, de la part d'avocats de la défense dans un dossier comme ça, il ne s'agit pas d'argutie simplement. D'autres arguments ont consisté à plaider la prescription. Mais il faut rappeler que dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est le fait que Blaise Compaoré soit au pouvoir qui a empêché pendant 27 ans que
les actes nécessaires à l'instruction et à la poursuite soient empêchés. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on va tirer un bénéfice judiciaire d'un crime politique aggravé et finalement d'un procès, on va dire, tenu en laisse ou empêché par le politique. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis, non, bon, ici aussi, bon, c'est des arguments sérieux. Bon, ils vont être débattus et les juges chargés du dossier vont avoir à délibérer là-dessus, mais ce sont des arguments sérieux. Mais à leur place, je ferai exactement pareil, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour défendre leurs clients. Thomas Sankara et ses compagnons ont été sauvagement assassinés. Ça ne porte pas d'autre nom qu'un assassinat. Dans d'autres systèmes, c'est imprescriptible. Là, c'est un crime politique grave. Il n'y a pas pire crime contre l'État que l'atteinte à la sûreté de l'État. Après ça, c'est le terrorisme. Donc, on ne peut pas, comme ça, venir dire, bon, mais à la faveur finalement, des commodités politiques, nous avons essayé de nous en sortir et on a fait litière de tous les principes et nous voilà libres parce que les infractions ont été prescrites. Ça sera quelque chose de catastrophique. Alors, maître, selon les informations, la salle a été presque vide, mais marquée par la présence de Mme Myriam Sankara, qui est la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. Est-ce que c'est aussi le signe que les gens sont là de ce procès alors qu'il y a de l'insécurité dans le pays? Bien sûr. Non, mais ce n'est pas parce que les gens sont las du procès, c'est parce que l'essentiel du procès a déjà eu lieu. Les gens étaient intéressés à savoir comment les choses se sont produites, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand les parties civiles ont plaidé, les salles étaient encore relativement bien remplies. Bon, maintenant, on arrive à la partie des arguments de la défense. Bon, on a écouté les premiers, on sait à peu près ce qu'il y a. Et en fait, quand vous allez assister à ce genre de procès, arrive un moment où on n'entend plus grand-chose, parce que à force de répéter les mêmes arguments, de les ressasser, ça sonne creux, ça sonne dans le vide, et il n'y a plus un intérêt spécial pour quelqu'un qui n'a pas autre chose à aller chercher dans une salle d'audience que la simple curiosité. Il n'y a plus aucun intérêt à y aller. C'est la raison pour laquelle les salles se vident. Mais pour Myriam Sankara, c'est l'affaire de sa vie. Et sa vie a été brisée, mais vraiment atomisée, ce 15 octobre 1987, et elle n'a eu de cesse qu'à poursuivre la justice. Elle l'a obtenue enfin. Pourquoi voulez-vous qu'elle, maintenant qu'elle l'a, elle se désintéresse? Elle a intérêt à écouter chaque argument qui a été énoncé, aussi bien en faveur de la partie civile qu'elle est, que en faveur de la défense de ceux qui sont accusés. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ne fera son deuil véritablement. Elle ne pourra faire catharsis intime que quand ce procès sera terminé. Alors, vous dites, on ne va plus rien entendre de spécial de ce procès. Non. On a déjà connu beaucoup de choses, 20 ans de prison requis. Oui. Mais ça me paraît une peine tout à fait proportionnée, tout à fait proportionnée en regard de la gravité des faits. Oui, non mais attendez. Vous savez, il ne faut pas que nous nous habituions à la banalisation du crime politique. Quand on assassine quelqu'un, un homme ordinaire, c'est grave. Dans notre pays, dans le dispositif légal de notre pays, c'est un emprisonnement à vie, à perpétuité. D'accord ? Bon, mais quand il s'agit d'un homme politique, pourquoi on doit considérer que ça fait partie du job de se faire tuer lâchement par des amis politiques? Non. Donc oui, la main de la justice, là aussi, doit être lourde quand il le faut. Alors, on va parler de Gilbert Diendéré. Lui, il a dit qu'il n'était pas en place ce 15 octobre. Oui, mais il était en charge de la sécurité du lieu et il n'a pas été capable d'expliquer
dans quelles conditions il n'a pas pu assurer la sécurité. Et immédiatement après le drame, qu'a-t-il fait? Les gens qui étaient là, encore porteurs des armes, qu'a-t-il fait d'eux? Attendez, on peut participer à un assassinat en s'abstenant de poser les actes qui protègent les gens. Ça aussi, ça fait partie de la complicité. Vous voyez, la complicité par fourniture de moyens, on peut, de façon passive, fournir les moyens. C'est-à-dire, je devais être là pour surveiller et vous arrêter ou vous empêcher d'aller à un endroit, je m'absente pour vous permettre d'y aller. C'est de la complicité et c'est une fourniture de moyens. Parce que par mon abstention, j'ai facilité la commission du crime. Donc il ne peut pas y couper comme ça, s'en échapper en disant « je n'étais pas là, donc je n'ai rien fait ». Non, il est comptable et redevable. Alors, vous pensez qu'après ces plaidoiries, il va falloir tourner cette parenthèse dans la vie politique du Burkina Faso? Non, elle ne sera jamais tournée parce que, savez-vous, l'histoire retiendra qu'au Burkina Faso, il y a eu ce drame, cet assassinat lâche d'un homme politique. La page ne sera pas tournée parce qu'elle sera tournée lorsque Blaise Compaoré viendra répondre. Parce que c'est lui le véritable bénéficiaire, c'est lui le commanditaire, malgré tout ce qu'il peut dire, parce qu'au lendemain de ce coup d'État, on a entendu ce qu'il a dit. Il a parlé de renégat à propos de Sankara. Donc vous ne pouvez pas venir dire dans un langage politique officiel que celui qui a été tué est un renégat si vous n'aviez pas de grief politique contre lui. Maintenant qu'il a été tué, qu'est-ce que vous avez fait pour rechercher les responsables de son assassinat si vous considérez que c'est un crime ignoble? Rien n'a été fait. Au contraire, vous avez tout fait pour protéger. On a trouvé, trouvaille extraordinaire, un certificat médical disant qu'il est mort de mort naturelle alors qu'il était criblé de balles. Et vous avez accepté ça. Et vous venez nous dire que vous êtes blanc comme neige et qu'il ne s'est rien passé, vous n'avez rien fait. Non. L'histoire doit retenir que Blaise Compaoré est le responsable, le commanditaire et le bénéficiaire du crime odieux qui a coûté la vie à Thomas Sankara. Et quand on aura fait aussi justice avec Blaise Compaoré, on aura tourné la page. Alors, Maître, vous pensez que certains Burkinabés se posent aussi cette question? Thomas Sankara non plus n'a pas répondu à ce coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Attendez, dites-moi, combien de prédécesseurs Thomas Sankara a lâchement abattu? Moi. Et quand il a fait son coup d'État, il l'a fait avec qui? Accompagné de qui? Qui sont ceux qui sont venus de Pau? Et qui était à la tête du régiment venu de Pau? Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Et combien de cadavres de prédécesseurs ce coup d'État a fait? Quand on aura fait ce compte, cette comptabilité macabre, peut-être qu'on pourra dire que Thomas Sankara n'a pas répondu de... Mais en tout cas, il ne m'a pas semblé... Mais c'est un coup d'État. Mais Sangoulé Lamizana a été jugé par les tribunaux populaires et il a été acquitté. C'est un bel exemple de justice populaire qui a fait honneur à la révolution burkinabé. Bon, le général Saïd Zerbo, qui a été aussi un prédécesseur, me semble-t-il, n'a pas été assassiné. Donc, on ne peut pas renvoyer dos à dos. Hein. Lui a été assassiné. Et depuis lors, plus personne n'a été assassiné à l'issue d'un coup d'État hein, au Burkina Faso. Donc, il faut bien dire ce qu'il y a. Le seul qui a fait gicler le sang massivement pour prendre le pouvoir, le seul qui s'est installé sur un pouvoir, un fauteuil présidentiel souillé par le sang de son prédécesseur, c'est Compaoré. C'est personne d'autre au Burkina Faso. On termine par l'Ukraine, Maître Éric Emmanuel Sosa. Les sanctions contre la Russie se multiplient. L'Union européenne a brandi l'arme économique dans le but d'asphyxier sur le plan économique la Russie et faire plier Moscou. Cette question, est-ce que les sanctions contre la Russie sont-elles légales? Alors, tout dépend de quelle perspective légale on se place. D'abord, légale par rapport à quelle loi? C'est là la question. Alors, qui font les lois au terme desquelles on est sanctionné si on envahit ou si on déclare la guerre à un autre pays? Qui font ces lois?
Quand vous aurez répondu à cette question, vous avez la réponse à votre question liminaire, à savoir si ces sanctions sont légales. Elles sont légales par rapport à quel dispositif légal? Qui a décidé les lois des relations internationales pour que, quand nous décidons d'envahir l'Irak, c'est une légalité, on va dire, une légalité au forceps, parce que nous avons décidé de la légalité. Nous avons décidé des preuves qui doivent fonder notre légalité et dont nous le faisons au nom de notre légalité. Et quand d'autres le font, nous déclarons que c'est illégal parce que ça nous convient de dire que c'est illégal. Non, vous voyez, l'ordre international, mondial, nouveau ou ancien, est tenu par des puissances. Et ces puissances, à un moment donné, doivent comprendre que le moment est venu de considérer que ils ne peuvent pas avoir et la puissance militaire et la puissance juridique. Vous voyez? Parce que, quand même, vous faites quelque chose, enfin, au vu et au sud du monde entier, qui est parfaitement illégal, mortifère, mais attentatoire à la paix du monde. Mais quand c'est vous qui le faites, c'est parfait. Et quand quelqu'un d'autre vous imite, alors vous trouvez qu'il faut le sanctionner. Et vous décidez vous-même des sanctions. Parce que, en fait, en règle générale, on sanctionne quelqu'un qui a été condamné. D'accord? Et en règle générale, vous connaissez à peu près, parce qu'on dit, pour qu'il y ait un crime ou un délit, il faut avoir conscience d'enfreindre la loi. D'accord? On appelle ça l'élément légal d'une infraction. Donc, quand on subit une sanction, on sait qu'on a enfreint la loi et on connaît la sanction d'avance. Là, ici, non, tous azimuts, on décrète. Non, écoutez, on va bloquer le système bancaire SWIFT, tout en sachant qu'en même temps, on prend des contre-feux, hein, mais bon, c'est pas grave, on le fait pour le spectacle. Non, mais ça suffit pas. Mais on va encore utiliser d'autres moyens de sanction. Et même, attendez, là, c'est là où c'est extraordinaire. On dit, les amis de mon ennemi sont devenus mes ennemis parce qu'ils sont des amis. Et parfois on dit même, alors qu'on a décidé que, d'après la loi internationale, d'accord, auquel nous devons toute obédience, on dit on doit éviter que le sport soit mêlé à la politique. Mais là, dans le cas présent, des athlètes russes, des grands sportifs russes, qui n'ont rien fait, qui n'ont demandé rien d'autre que de faire ce qu'ils savent faire et pour lequel ils sont entraînés, sont empêchés de compétir parce qu'ils sont russes. Des musiciens, chefs d'orchestre éminents, dont la compétence est louée partout, sont empêchés d'aller faire de la musique parce qu'ils sont russes. Vous voyez où ça va dans le délire? Et on va vous dire, non mais attendez, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est à la limite, si on ne vous dit pas si vous êtes russe, c'est un crime. Au nom de la loi décrétée par la communauté internationale maîtresse du monde. Mon Dieu, méfions-nous de tout cela, parce qu'il ne faudrait pas que demain on dise... Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout, puisqu'ils décident de tout. Si jamais il y a quelque chose qui est fait par les hommes politiques togolais, on dit, voilà, tous les Togolais sont censés être responsables, et on nous empêche de voyager, on nous empêche d'accéder à nos biens... Ceux d'entre nous qui ont un peu d'argent à l'étranger, on les empêche d'y toucher parce que leur pouvoir politique a commis un casus belli international. Vous vous rendez compte jusqu'où on délire? Non, ce qui se passe est extraordinaire et tous les jours je me régale. Parce que j'avais jamais compris qu'on pouvait avoir une responsabilité pénale par association. On dit, vous êtes coupable par inférence parce que vous avez un lien potentiel ou un lien évident avec une personne dont on a décrété qu'elle était coupable, elle, de quelque chose dont vous ne savez peut-être rien du tout et que peut-être même vous désapprouvez. Mais vous êtes responsable ou à tout le moins coupable, punissable parce que quelqu'un a décidé que cet homme-là doit être puni, alors vous le serez aussi. C'est très grave. Et il faudrait que la communauté internationale revienne à un peu plus de sang-froid et de bon sens pour qu'on puisse au moins
à défaut de réussir la guerre, réussir la diplomatie. Parce que ce truc-là qui se passe en Ukraine, ce n'est que par la voie diplomatique qu'elle doit être négociée et gagnée, parce qu'il faut voir quel est finalement l'équilibre des intérêts des partis, et pas jouer à ce jeu-là qui consiste à démoniser, diaboliser, sataniser tous les Russes. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sousa. Merci. Merci. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.